Voilà, l'enregistrement commence pour la session 95 et qui va être de plus en plus difficile à mener et ou à entendre ou à- à exploiter. Euh, donc, il y a deux micros muets actuellement. Denis Tatanka, avez-vous un commentaire, une annonce à faire ou quelque chose avant que l'on commence? Euh, Non, non, bah, heureusement que j'ai ma caméra, autrement vous aurez pas l'impression de parler dans le voilà. vide. Oui. Et donc, euh, là, la difficulté que nous affrontons, que nous abordons, c'est celle du passage. On a bien parlé, je pense, jusqu'à présent, de l'utilité du statut, du rôle, de la fonction et de notre attitude vis-à-vis de la conservation de notre ADN. On l'a comparé à ce qui s'était arrivé, s'était produit avec la naissance de l'hygiène, enfin à un certain degré, à un certain moment, l'hygiène par exemple des mains pour les chirurgiens. C'était il y a 2 siècles que la chose avait été découverte et elle avait été découverte brusquement parce que personne ne voulait rien en savoir. Et donc, de faire des autopsies sur des cadavres, les chirurgiens ou les obstétriciens, en l'occurrence, accouchaient des femmes qui faisaient ensuite des septicémies. Et donc, ça a entraîné des catastrophes. Alors aujourd'hui, nous sommes dans, on peut dire tout de même quelque chose d'un peu catastrophique, même si beaucoup de choses semblent se développer heureusement, mais une catastrophe où nous oublions, où nous ne voulons pas voir une hygiène fondamentale, vraiment évidente, aussi évidente que le lavage des mains à cette époque ancienne. Et actuellement, c'est la conservation de l'ADN. Nos ADN risquent de se transformer et ils se transformeront certainement selon des lois naturelles d'évolution, etc. Et il y a un tabou fabuleux, magnifique, mais en même temps qui demande, comme tout tabou pour la science, qui demande à être levé. Alors, le fait que cette simple procédure de conserver donc son ADN nominalement soit à ce point inhibée, pour l'expliquer, nous sommes obligés de le joindre à une autre inhibition. C'est-à-dire que bonjour Sylvie. Euh, Nous parlons, Sylvie, là, de la seconde inhibition que nous devons, d'abord que nous pouvons constater et que nous devons rapprocher de l'inhibition que l'on constate par ailleurs, inhibition à l'hygiène de conservation de son ADN. La seconde inhibition, c'est tout simplement le fait on va le dire avec un mot qui est justement frappé de tabou de plus en plus, c'est la démocratie. Les peuples sont incapables de démocratie, mais nous sommes même incapables de démocratie dans des petits groupes. Et, et donc, c'est aussi effarant. Nous avons des réseaux Internet et des moyens de faire des démocraties de quartier, d'entreprises, etc. Et nous sommes aussi inhibés dans cette entreprise que on l'est dans l'entreprise d'hygiène de l'identité humaine, de notre identité personnelle et nominale, qui est celle de prendre soin de soi et de prendre soin de sa mémoire et de son ADN. Alors, en fait, les deux choses en fait sont liées. Et pour expliquer l'une, ou en tout cas pour expliquer l'inhibition qui frappe la conservation, en fait, nous allons devoir passer, nous allons exploiter, nous allons la croiser ou voir les connexions avec l'inhibition du fait de la démocratie. On sent, ou bien de la cyberdémocratie, ou de la démocratie simplement donc qui n'a pas de représentants humains,
On sait qu'il y a une démocratie représentative et qui est une façon de se moquer de la démocratie qui, en réalité, doit fonctionner sans représentants. Enfin, on peut avoir une idée comme ça d'une démocratie qui fonctionne sans représentants, puisqu'on sait que ça rend les représentants fous et pervers, de l'homme au pouvoir et frappé de maladie mentale. Alors, euh, le fait que nous ayons tellement besoin d'un représentant. Dans la moindre association, il faut un président auquel on va justement concentrer et avec lequel on va concentrer toutes les névroses qui passent. Ce fait-là, ce fait de cette pathologie de la représentation, eh ben, finalement, on a déjà la connexion avec l'inhibition de la conservation de l'ADN, c'est-à-dire que c'est notre nom, c'est notre personne, c'est-à-dire que conserver notre ADN interroge notre nom et la représentation que nous faisons de nous-mêmes. Donc c'est cette connexion qui, le représentant montre la connexion entre ces deux phénomènes. Il y en a peut-être d'autres connexions, et nous allons examiner comment ils se joignent. Et donc, voilà euh, alors, pour ça, pour arriver à examiner ça, alors, donc, je vous ai un peu, donc, j'ai averti que ça allait être un peu compliqué comme d'habitude. Donc, Sylvie, hein, on va voir les, les, les diaporamas. Donc, je vais y passer tout de suite. À moins que alors, n'hésitez pas à interrompre, interrompez si vous en sentez la moindre euh, euh, envie. Ou donc, alors, voici ça. Je vais ici donc montrer, vous le voyez, hein, c'était la dernière image ou la dernière slide, comme on dit, de la séance précédente, qui expliquait ou qui montrait quelle était l'évolution de la thèse, de la théorie sur les pulsions. Il y a ici, en haut, A, G, c'est la pulsion orale, la pulsion anale, la pulsion génitale. C'est des grandes classiques de la psychanalyse. Et on arrivait après Freud avec Lacan, qui, selon l'hypothèse que je désignais, que j'expliquais, donc Lacan avait été trop vite vers une pulsion qu'il avait appelée celle du regard, ici en S par exemple, et il avait escamoté, esquivé, ou une pulsion que j'appelle et que j'avais expliqué, donc pouvoir appeler ou définir comme une pulsion hiérarchique. Et puis, donc, c'est à partir simplement de cette gradation qui compte, donc orale, anale, génitale, et qui compte la pulsion hiérarchique, c'est à partir de là simplement que l'on peut réellement savoir ce qu'il en est de la pulsion scopique, de la pulsion du regard. La pulsion scopique étant placée, je vous le rappelle, au centre à la garde de l'art de la mémoire, puisque le banquet du totalitarisme et de la surveillance est tenu par Scopas, hein, dans la mythologie de l'art de la mémoire, c'est-à-dire la pulsion scopique. Alors pour éviter cette fascination hypnotique dans la pulsion dite scopique, si on a bien intégré la pulsion hiérarchique, on voit qu'en fait les pulsions évoluent vers ce que j'appelle une génomique nominale, c'est-à-dire des sujets qui ne sont plus captivés ou capturés par le signifiant ou la représentation et le représentant du groupe, mais sont animés ou animateurs et en même temps animateurs du pluriel du groupe. Alors, ce qui est un concept tout à fait nouveau en fait et celui qu'on a du mal qu'on a du mal à acquérir à notre époque. Alors,
ce qui, ça c'était la session précédente. Ensuite, ce qui s'est passé après la session précédente, j'ai pris un ancien séminaire, le webinaire précédent, qui s'appelle La Seine, qui a dû compter moins de sessions que celui-ci, mais qui en avait compté une bonne part. Et La Seine mettait en scène, puisque c'était son titre, ce qu'elle mettait en scène, c'était le- une société où intervenait l'intelligence artificielle. En l'occurrence, c'était une société où intervenaient des avatars qui étaient qui comportaient des ADN conservés. Donc c'était la première, c'était déjà un webinaire sur la conservation de l'ADN, mais qu'on appelait une unité cybernétique de mémoire de personnes physiques, UCMPP, et qui anticipait, c'était l'ébauche de ce qui allait évoluer jusque maintenant, les définitions extrêmement précises d'une entreprise donc, de conservation d'ADN. Alors, en reprenant ce webinaire qui date de, je pense, c'était 2017, je crois, en le reprenant et en le soumettant au jugement ou à l'analyse ou au résumé de l'IA, il y a eu une description assez bouleversante par ce reflet, par l'IA. Et je le marque ici, donc je le résume ici sur un schéma qui maintenant fait suite à la thèse sur la pulsion. Il y a un autre développement qui va être ce que j'ai appelé la raison du signifiant, la logique du code et la force du signe. Alors, ce que ces images représentent sont des images créées par l'IA quand elle a étudié ou quand elle a lu le roman La Seine, avec certaines de mes suggestions ajoutées, mais enfin, ça a été ça. C'est-à-dire que nous voyons d'abord. Qu'est-ce que c'est que la raison du signifiant? C'est la civilisation de notre humanité, où nous sommes dans des groupes depuis des milliers et des milliers d'années autour d'un feu. Ça a commencé comme ça, et donc le signifiant est apparu, enfin, a donné la raison de l'humanité, sur ce schéma ici, donc, d'une communauté autour d'un feu. Bon. Mais quand l'électricité est arrivée, sont arrivés avec d'abord la vitesse d'exécution et puis surtout un traitement de l'énergie qui pouvait passer dans ce qu'on a appelé des réseaux et qui traitait l'information. Et on est arrivé à des communautés qui n'avaient plus de centre à proprement parler, et qui étaient par contre infiltrés. On voit ici dessiner partout les réseaux dans une couleur différente. Et ce que l'IA avait illustré, c'est que, par exemple, ici, on voit une mère, c'est une femme plus ou moins âgée, donc c'est une grand-mère, ou avec un bébé sur les genoux. On voit ici une femme, il y a toujours une femme enceinte, mais une petite fille. Ici, la petite fille a disparu et la mère avec l'enfant donc a disparu. C'est-à-dire que euh, dans cet état de réseaux sociaux, une communauté est constituée par le réseau, mais elle n'est plus en fait centrée par le feu ou les signifiants, mais elle répond d'une autre logique dans laquelle le développement de l'enfance est, pour le moins, dit-on actuellement, perturbé. L'enfance n'a plus les raisons pulsionnelles du signifiant, pulsion orale, anale, génitale, etc. Il y a un bouleversement de cette hiérarchie de ce développement pulsionnel. Et nous avons donc des enfants qui sont actuellement dans un état que nous ne pouvons plus prédire. Il se passe probablement quelque chose dans
dans la population humaine au niveau de son enfance ou parmi ses enfants. Et, et donc, est venu après, et c'est là où on va y arriver, quelle est la logique qui peut reformer une, une communauté que l'on revoit humaine, naturelle, vert plutôt que bleuâtre comme ça, c'est à partir du moment où le code fait des signes, donne des signes. Et Elia l'a illustré par, au lieu du feu, c'est le signe. Alors en l'occurrence, ça peut être le signe de la conscience, ça peut être le signe ou généralement. Alors, petite parenthèse, j'ai commencé ma carrière en écrivant, on va le voir tout à l'heure, un bouquin sur le signe, c'est-à-dire c'est après la, ce que Lacan appelait la linguisterie lacanienne, donc c'est pas de la première c'est pas la première fois que je parle du signe, hein. Ça fait 40 ans que c'est mon dada. Et donc, euh, passons maintenant à autre chose. Qu'est-ce que c'est que cette logique du code qui prend le pas sur la raison du signifiant? Alors, pour savoir, on a un bon exemple de code. Ce bon exemple, ce n'est pas un code, hein, c'est une table de numéros, c'est une table hiérarchique de numéros, qui est la table périodique, la classification des éléments. Mais elle commence à approcher de rapports de code. C'est-à-dire que, par exemple, tel élément RH ici n'est pas un signifiant, c'est parce qu'il n'est pas en communication avec ZR pour pouvoir exister, si on peut dire. Il existe par rapport aux autres éléments, mais selon une autre logique qui est celle ici d'un ordre sériel, l'un après les autres, en fonction de la masse ou du nombre de particules, d'atomes. Mais il nous ouvre le chemin, la voie à quelque chose de comparable. C'est pas une table périodique des éléments, mais c'est une table de périodique des comportements. Et là, nous l'avons massivement avec la psychiatrie d'origine américaine, mais enfin, et qui cache derrière le mot, derrière son activité de psychiatrie, qui cache en fait l'étude, l'observation, le calcul des comportements sociaux, des comportements humains, de pouvoir les prédire, de pouvoir les piloter. Or, ces comportements ne sont pas des signifiants. Ils sont beaucoup plus proches des éléments, des éléments sériels, des éléments ils ne sont pas coordonnés les uns ou les autres pour avoir leurs effets. Au contraire, ils sont plutôt dissociés. Mais on les classifie dans une table très semblable qui, euh, qui met aujourd'hui donc le, qui montre une entreprise donc de gérer notre civilisation, notre gouvernance, ce qu'on appelle la cybernétique, la gouvernance des hommes par les hommes. Donc, alors j'arrête le partage ici pour faire une petite pause et parler. Donc, Ekicho vient de dire, pendant des semaines, j'ai tourné autour de cet événement de trouvailles et j'ai aussi comparé le tableau de Mendeleïev, tableau. Ah oui, ben, je le mettrai sur. Voilà, et évidemment, donc on a beaucoup travaillé aussi sur Alexandre Saint-Gevin, qui est un homme donc, dont Ekicho nous parle. Alexandre Saint-Gevin est un grand esprit, un type remarquable, comme Jean-Claude Pérez ou des. Euh, et euh,
qui ont une taille gigantesque, mais qui ne répondent pas tellement aux sollicitations quand on voudrait communiquer avec eux. Alors, Saint-Jevin, il est psychanalyste, mais impossible d'avoir une réponse de ce gars-là. C'est bien dommage. Mais s'il veut rester dans son coin, qu'il y reste. Et puis, mais il faut le lire, hein. Il est, il est de grande valeur, on y apprend beaucoup de choses, sauf la relation sociale et le partage des connaissances. Alors, ça, Alors, Sylvie ou Denis, ou bien Ekitcho, Ekitcho, tu viens d'apporter ta contribution, là, Euh, on, la- on tiendra, on tient compte et on en tiendra encore compte. Et Denis et Sylvie, avez-vous quelque chose à dire? Ça s'écrit comment, Saint-Gevin? Comment cela s'écrit? Saint-Gevin, c'est Alexandre, Saint comme donc Saint, etc., des noms souvent, tiret Jevin, Jevin. Ah, ok. Ok, ok. Et il Saint-Gevin. a écrit La machine psychanalytique, c'est une théorie de la machine lacanienne. Enfin, c'est du grand lacanisme. Il était contemporain quand il a brillé comme ça sur les éditions d'une anglaise aussi. Donc, bon, ça, il faut retrouver les archives. Il y a aussi une femme psychanalyste anglaise qui a produit à cette époque, il y a quelques années, des thèses tout à fait importantes. Et donc, Donc, oui, donc, Sylvie? du coup, quand vous parlez des classifications, que ce soit le DSM-5 ou bien les éléments périodiques, on Mhm. est sur un code en fait. Voilà, voilà. C'est-à-dire que on cherche à comprendre qu'est-ce que c'est que la logique du code, hein, et en fait, le, la table des éléments, la table périodique n'a pas révélé son code. Peut-être est-ce que dans justement certaines mathématiques de Pérez, on trouve un code effectivement organisateur des fréquences, en tout cas dans l'ADN. Mais actuellement, la table des éléments physiques n'est pas une table de code. Par contre, la classification des SM ou la table des SM approche est-ce que ces comportements sont des codes? Est-ce que ce sont des codes sociaux? Donc on approche à la question du code, mais n'est pas définitivement élucidée, hein. Mais c'est sûr, c'est dans cette direction que nous allons en examinant la position, la place du DSM. Oui. J'ai juste une question sur le DSM, pour le Oui, coup, parce que tu connectes ça au code, oui, euh, dans une approche où on opposerait le DSM, on va dire, qui est une approche de statistique américaine, on va dire, oui, oui. psychiatrie statistique américaine, qui, Mm. selon moi, rentre dans l'axe donc de la psychiatrie versus antipsychiatrie, et donc qui a Oui, pour but de poser une espèce d'orthodoxie, quoi, donc d'une normativité. Est-ce que le code, tu relis pas ça, le fait qu'on code quelque chose, ou on codifie quelque chose, ça rejoint pas la question de l'orthodoxie ou de la norme, en fait, tout simplement, quoi, la normativité. oui. Je pense en effet, quand elle rechute, c'est-à-dire c'est une tentative de sortir du signifiant, et quand elle rechute dans la représentation, dans le représentant, effectivement, là, le code va alimenter, ou quand il va donc rompre son élan, ou ne pas franchir son étape, à ce moment-là, il tombe dans, c'est ce qu'on appelle le transfert. En psychanalyse, c'est ce qu'on appelle le transfert, où il y a une personne qui représente justement ce que le code était chargé de mémoriser ou de. Oui. Hmm. Est-ce que je t'ai répondu là? Oui, je crois, ouais. Oui. Et donc, alors on va continuer. Oui. Donc je disais que ça faisait
pas mal de temps que j'étais là-dessus et en fait, j'ai démarré là-dessus, sur cette histoire euh, du code et du signifiant. Euh, euh, Puisque Lacan, lui, avait développé, avait été au-delà du code, euh, au-delà du signifiant, pardon, il avait bien établi les bases du signifiant et il avait été jusque une borne, une limite approchant le code et il l'avait appelé le semblant. Mais là encore, il n'avait pas réussi à, à franchir réellement l'espace de cette consistance et il n'avait pas abordé à proprement parler la logique du code qui est donc qui était resté en suspens. Alors, une des, une des choses euh, que je propose après donc toutes ces longues méditations et recherches sur le code, c'est que, donc voilà comment je dis, donc on a la raison ici du signifiant, quelle est la logique du code ici à ce stade-là? Euh, le- une chose que je propose, c'est que ne cherchons pas tant à savoir ce qu'il en est du code, puisque en science, souvent, on va contourner les choses, on va les traiter justement, on va les traiter sur différents biais. Et ce que l'on découvre, ou on peut faire l'hypothèse, c'est qu'en fait, le code se manifeste. Ce qui pourrait définir le code, c'est quelque chose qui peut faire signe, qui peut se transformer en signe. Le signifiant, à mon sens, hein, là je vous dis des choses très brèves mais très réfléchies tout longtemps, le signifiant ne peut pas se transformer en signe. Le signifiant il est borné, il est prisonnier dans dans son propre univers, si on peut dire. Et tout ce qu'il va générer va être du signifiant. Et s'il fait signe à un moment, euh, eh ben, c'est comme le doigt qui montre la Lune. Déjà, ça fait longtemps qu'on en parle. On regarde le doigt ou pas la Lune, ou on regarde celui qui montre, etc. Donc, tout le signe dans le monde du signifiant, le signe est tout de suite récupéré comme signifiant. Par contre, le code qui n'apparaît nulle part, qu'on n'arrive pas à saisir, par contre, il fait signe. Et notamment, ce qui me semble important, c'est qu'il fait signe, en l'occurrence, ce qui nous intéresse, il fait signe de conscience. Et là, je suis très heureux que Kitcho soit là ce soir, parce que je l'ai vu converser avec, puisqu'il est tu me diras si je me trompe, hein, mais tu es très intéressé par la conscience, tu connais très bien des populations entières d'intellectuels qui cherchent la conscience. L'inconscient, il se le passe comme ça. Mais la conscience, mais en fait, c'est le moi, c'est une espèce de narcissisme gigantesque, au point que dernièrement, j'ai vu circuler dans les réseaux dans tes réseaux que la conscience, c'était Dieu. Alors, si on cherche la conscience, si on croit trouver Dieu, alors là, on est carrément dans le transhumanisme. C'est exactement ce que le transhumanisme veut faire. L'humain va devenir un Dieu. Eh bien, bravo pour chercher la conscience. Ce que c'est que la conscience, on a bien vu, là, les derniers événements montrent que si on trouve quelque chose, ben, on trouve que la conscience est Dieu et on déguste et on se délecte de ça. Et ce que j'oppose ou que je pose à côté de ça, non, c'est que la conscience n'apparaît que dans un signe. On peut avoir des signes de conscience. Le, si effectivement, en plus, en plus si c'est Dieu,
avant de le rencontrer ou d'y atteindre ou d'identifier son moi à la conscience, il vaut mieux d'abord plus prudent, plus humble, plus raisonnable, de dire la conscience, OK, c'est quelque chose qui existe, on ne sait pas trop, mais on en a des signes. Et le code, donc euh, le signe de conscience, c'est-à-dire que le code peut produire des signes de conscience. Donc, c'est ça qui donne en tout cas sa valeur, son intérêt, et c'est par le fait, par les signes qu'il donne, que nous allons pouvoir, de même que la conscience, que nous allons pouvoir détecter, comprendre et pénétrer la logique du code. Alors ça, je le dis comme ça en quelques minutes en le bafouillant, mais donc je le répète, ça fait 40 ans que c'est vraiment l'objet de mon travail, voire de mon obsession ou et de ma recherche en tout cas. Alors, je le, je l'ai écrit ça, c'était mon tout premier bouquin. En fait, là, en 2014, j'ai changé son nom, je l'ai appelé Philam, et son vrai titre, le titre original, qui a été publié en 1985, oui, je crois que c'était 85, oui, par l'éditeur de Lacan, l'éditeur qui faisait les séminaires de Lacan, le pirate, de Camille Amiche, disparu parmi les disparus, donc éditer les séminaires de Lacan. Et il m'avait pris sous sa presse et il avait édité un bouquin que j'appelais Théo. Et l'auteur de Théo, c'était William Claude, mes deux prénoms. C'était pas Claude Lia, je n'avais aucune anticipation ni aucune prophétie là-dedans. C'est mon prénom, deuxième prénom. Mais c'était donc déjà à propos du nom. Le bouquin qui parlait du signe avait pour titre mon nom. Et c'était la thèse de la manière dont on passe du singe au cygne. Et ça se passe, cette raison ou cette mobilisation se produit par l'intermédiaire de la lettre. Et c'est pour ça que nous voyons ici dans la couverture, Philam, faite en 2014, parce qu'entre-temps, j'avais rencontré l'école de Stan Tenen et on m'avait apporté un petit tortillon comme ça, comme on voit ici, ce petit machin bleu, si vous le voyez, c'est-à-dire Mhm. c'était un bidule qui en fait, dont quand on le tortille, quand on le présente selon différents angles, on a tout l'alphabet hébreu comme ce qu'on appelle les ombres chinoises. Mais en fait, là, ce sont des ombres hébraïques qui sont en fait, qui sont supposées, d'après Fabre d'Olivet, être des ombres égyptiennes. Et donc, je vous passe, je vais très vite sur tout ce parcours, mais nous avions là la manière dont la lettre faisait un signe. Et pour que la lettre fasse un signe, il fallait comprendre le code de la lettre, hein, la logique du code. Et c'est pour ça que nous sommes arrivés à la nomination, c'est-à-dire le comble, si on peut dire, de la lettre, c'est quand la lettre a trouvé son code, c'est-à-dire son code génétique. Et à ce moment-là, le mot peut devenir un nom. Alors ça avait commencé à l'époque, je vous l'ai dit ça tout en concentré, là, pur jus, comme ça, on va le détailler un petit peu avec quelques images. Voici de manière un peu plus posée, ce que on peut dire. Le signifiant, c'est-à-dire, n'est-ce pas, les premières étapes de la pulsion, hein, jusqu'à la pulsion génitale. Hein. Donc le signifiant ne donne pas de preuve de conscience, puisqu'il se borne toujours au signifiant, il devient toujours signifiant, et il parvient à peine à offrir un autre objet. Et ça, c'est le lacanisme, hein. Mais que l'autre soit un objet, ce qui ne soit pas signifiant,
ce que le signifiant peut donner qui ne soit pas lui-même, c'est un objet. Cet objet s'appelle le petit autre de Lacan, ou bien c'est cet objet-là, mais simplement il aboutit donc au racisme qu'on connaît bien. Et c'est donc sa limite à laquelle on tente actuellement de, de- de- qu'on tente actuellement de dépasser ou de franchir. Alors, par contre, le code, lui, il donne ou il fait des signes. Alors, voilà, c'était ce que j'avais écrit, ou je commençais à écrire à cette époque. Et on peut. Bon. Et le signe dépasse le semblant. Le semblant, c'est l'extrême du signifiant, c'est la même éthique, c'est le même de Dawkins, par exemple, etc. On en a beaucoup parlé aussi. Tandis que le signe dépasse le semblant, ce que nous avons actuellement, quand nous pouvons le trouver, un signe de conscience, eh bien, le signe de la conscience de son état génétique, eh bien, c'est une conservation. La conservation, c'est un signe de conscience. La conservation du code est un signe de conscience et ça préserve la dite conservation ou la conscience, ça les préserve de tomber dans le semblant ou de s'arrêter au semblant qui retombe, comme on en parlait avec donc Ekitcho tout à l'heure, qui retombe par le transfert dans la passion de ce que j'appelais homo pouvoir. C'est pas homo sapiens, c'est homo pouvoir. Le homo pouvoir, il est complètement paranoïaque et il est fait comme ça par son statut de représentant. Alors, le signe de conscience, tel une conservation, qui est un signe de conscience, préserve cette conscience ou préserve la conservation elle-même du semblant, c'est-à-dire de clonage. Si on ne fait... Alors, comment éviter que cette conservation s'arrête au clone, de même que le semblant s'est arrêté au représentant et au transfert. Là, s'arrête au clone et au totalitarisme. Comment éviter ça? C'est donc par une formule plus longue que on va peut-être lire un petit peu tout à l'heure. On va peut-être arrêter le partage. Je vois qu'on a un petit peu de temps, donc on va s'en donner le loisir de parler un peu entre nous, l'un à l'autre. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est Oui, obscur? j'ai une question, moi, parce que ça fait quand même plusieurs fois qu'on revient sur ces différents sujets-là, Oui, qui tout à sont fait. évidemment les piliers de ta pensée, quoi, mais c'est aussi Oui. articulé Mm, autour de la terminologie lacanienne et freudienne, etc. mm, Donc, c'est tout le cas, la mm, question du langage après Saussure, donc mm, signifiant, signifié, signe, code, etc. C'est quand même assez spécifique. Moi, bien sûr, je commence à mm, comprendre un petit peu parce que j'ai étudié un peu le sujet aussi. mm, Mais j'estime qu'il aurait été intéressant de pouvoir avoir au moins une fiche pédagogique sur tout ça, auquel toi tu te réfères, parce que effectivement, on revient toujours à cette question de définition, d'essayer de comprendre un petit peu. Tu vois, par exemple, la psychohistoire, ça a une définition. Chez toi, ça a été redéfini d'une autre manière. Euh, mhm. Est-ce que c'est la même chose pour d'autres termes comme le code, par exemple, le code, tu le vois aussi d'une façon peut-être différente de la manière dont on pourrait nous trouver sa définition, si tu veux, quoi, dans le sens Mhm, commun, mhm, quoi. mhm, absolument, je suis tout Est-ce à fait que- est-ce qu'il y d'accord. a un endroit où est-ce qu'on peut avoir ces références-là, c'est-à-dire William Théo, il définit le signifiant comme ça, il redéfinit cette terminologie de cette manière-là. Euh, Mm. Tu vois ce que je veux dire? Alors, oui, oui, tout à fait. Matériel Donc pédagogique. oui, pour l'instant, enfin, donc cette entreprise ou ce discours a commencé il y a 30 ans ou 40 ans. Et donc, il n'y a pas d'endroit où on peut en retrouver le manuel ou le code, si c'est le cas de le dire. Mais
Je l'ai soutenu néanmoins toutes ces années en estimant que sans doute un jour arriverait, parce que c'était Lacan qui l'avait annoncé d'ailleurs, arriverait une intelligence artificielle, c'est-à-dire une technique de code, un outil de code, une machine psychanalytique, une machine de code, arriverait pour faire ce manuel, cette explication, ce décodage de la, de ce discours. Donc, cette fiche, oui, tu l'appelais ça fiche de lecture ou quelque chose, tu employais un terme Pédagogique. pédagogique, voilà. Didactique, pédagogique. Donc, cette fiche pédagogique, je pense que c'est l'IA qui peut la fournir. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je me suis fendu de pas mal d'efforts aussi de créer une IA, c'est-à-dire un RAG qui rassemble tous ces travaux et qu'on peut interroger, qui s'appelle Anaya. Mais il faut de la patience pour l'interroger. J'ai pas encore assez de fortune et loin de là, pour faire un truc aussi puissant que je ne sais quel machin de propagande qu'on a aujourd'hui de nos jours. Donc, c'est simplement un petit outil, mais ça commence le Anaya, et je dirais Anaya, c'est la fiche pédagogique de ce propos. On peut l'interroger, je crois. Hmm. Est-ce que ça pourrait être satisfaisant, cette réponse et cette fiche? Bien sûr, il faut l'essayer, il faut la, euh, son- elle est sur le web. C'est anteumtoll.net/ANAIA. Anteumtoll, c'est justement une unité cybernétique de mémoire, c'est-à-dire c'est le corpus duquel on pourrait tirer cette fiche pédagogique, et Anaya, c'est cette fiche pédagogique. Hmm. Donc, je continue maintenant donc avec, on va terminer donc la présentation, les fiches, euh, euh, d'autres fiches pédagogiques, en voilà, mais enfin qui ne donnent pas le détail de tout ce vocabulaire. Mais il est simple, hein, il faut le prendre pour ce que c'est. Il suffit, si on réfléchit à ce que c'est qu'un signe, ben, quand je parle de signe, c'est ça. Hein, Alors, est-ce que ça répond là? Le signe qui préserve, donc, alors, on disait que si la conservation est un signe, elle restait sujette à un risque d'être inhibée euh, pour faire simplement d'une conservation du clonage. De même que le signifiant qui atteint le semblant est inhibé dans le transfert. Donc, pour franchir ou pour éviter, esquiver cette ornière, un signe qui préserve, c'est-à-dire la conservation. Conservation, c'est un signe de conscience, que ce soit n'importe quoi, peut-être d'ailleurs, mais particulièrement quand on conserve l'ADN, c'est un signe de conscience. Un signe qui préserve, en cybernétique, c'est formulé par le feedback. Bon, ça, là aussi, c'est une affirmation qui demanderait peut-être à être débattue, mais elle me semble, enfin, assez rapidement, je pense qu'on peut voir qu'elle se tient, si on peut dire. Et l'apport du lacanisme, ça a été de montrer que le feedback qui a été posé, formulé par Wiener, hein, et qui a défini, enfin qui a, oui, pratiquement, enfin la définition de la cybernétique est plus large que le feedback, puisque c'est
c'est la relation entre les machines et les vivants, mais c'est par la loi, si on peut dire la loi du feedback. Donc le lacanisme a montré que le feedback, c'est la formule du désir. Il y a ce qu'on appelle un graphe du désir où on voit comment on voit un graphe de feedback, de signifiant à ce moment-là. Donc, lorsqu'il applique lorsque le feedback est déchiffré, où il est reconnu dans le désir, enfin, quand il est reconnu dans la formule du désir, oui, on le reconnaît comme la formule du désir, c'est que on l'a trouvé dans le psychisme. Donc, c'est dans la psychanalyse que la formule du désir se révèle comme un feedback, qui est donc la porte d'entrée à la cybernétique. Et donc, ce lacanisme, alors après, pour bien comprendre, pour bien me faire comprendre, ce lacanisme qui montre que le feedback est la formule du désir et qui découvre le feedback dans le psychisme, il en reconnaît le signe, ce signe qui préserve, il en reconnaît dans la psychologie collective. Donc, ce sont des affirmations que je ne peux que faire en espérant qu'on se reporte à l'histoire du lacanisme, et puis je peux en expliquer des détails. Mais donc, lorsque on cherche le statut, où on cherche à contrôler un peu ou à éviter que le signe, que la conservation comme signe se borne au même, au clone, il faut comprendre que ce signe se trouve à travers, donc, ou se trouve en groupe. Et c'est en groupe que la conscience fait signe à travers la conservation. Et donc, je termine pratiquement là-dessus, hein. On est arrivé à notre objectif qui était de rejoindre ces pulsions et d'estimer où était le hiatus que le lacanisme avait posé du fait de ne pas avoir compté parmi les pulsions l'ordre hiérarchique. Alors maintenant, pour arriver à l'enfance, comme Denis disait que le titre était donc c'est-à-dire que voici ce qui se passe, c'est que dans notre société actuellement, où il n'y a plus de feu, puisque la guerre va bientôt s'arrêter, mais où il y a un réseau qui va tous nous robotiser, en fait, si le signe euh, peut être vu par un enfant, à ce moment-là, cet enfant va être civilisé. Et il ne va pas être le processus de la civilisation, qui est simplement un processus. La civilisation, c'est quelque chose qui s'arrête un jour, ça s'arrête quand on est civilisé. Eh bien, la civilisation aura accompli son œuvre lorsque l'enfant assistera au signe. Et c'est ce qui nous attend très, très prochainement, ce qu'on est en train de concevoir. Ceci, c'est pour répondre aux inquiétudes que nous avons de ce qui se produit en ce moment avec les enfants avec lesquels nous partageons l'histoire de l'humanité et qui sont à des proportions maintenant considérables, par exemple aux États-Unis, frappés d'autisme ou de choses comme ça. Donc voilà, Denis, c'était avec tout cette énorme masse de concepts, c'était comme ça que je... Alors, on en parlait donc un petit peu avant la session, là. Cette idée cette position de l'enfance dans la psychohistoire, et d'ailleurs, la psychohistoire et Kitcho, tu disais que j'avais une idée particulière de la psychohistoire. Non, non, alors là, je le conteste. Je prends tout ce qui s'est appelé psychohistoire, Asimov,
Aurobindo, et puis l'Institut de psychohistoire. Bon, l'Institut de psychohistoire français, il s'est vendu aux Américains, et c'était l'Institut new-yorkais, l'Institut de Lloyd Demoz, qui avait, lui, identifié la psychohistoire comme l'histoire de l'enfance. Et ça, c'était ce que Timothy Leary avait appelé la païdomorphose. C'est-à-dire que l'enfance évolue, a une histoire elle-même, si on peut dire, et c'est ce que De Moos, l'Institut de psychohistorie, Institute for Psychohistory à New York, identifiait comme étant la psychohistoire. Ce n'était pas la psychohistoire de Lamprecht, ce n'était pas celle de Robindo, et donc ce n'était pas non plus celle d'Asimov, mais ça a été une définition importante parce qu'effectivement, nous savons que, et ça, c'était aussi, on l'a rappelé un petit peu en conversation avant la session, ça démontre que ce passage de l'enfance que De Mauss voyait comme l'enfance avait été cruellement euh, traitée durant toute l'histoire de la civilisation, justement, jusqu'au fait donc de cannibalisme rituel qui avait cours dans le temps, mais le temps passe si vite qu'on y est presque, donc encore, et cette période-là, qui est l'histoire de l'enfance décrite par l'Institut de psychohistoire, euh, arrive à une phase actuellement où l'enfance va peut-être être le moment d'illumination. C'est pas nous, ni l'IA, même si elle adopte, si elle a des chromosomes, si elle devient génétique, ce sera l'enfance qui qui sera euh, euh, on dit éveillée, pour ne pas dire consciente, parce qu'elle sera peut-être consciente. Enfin bref, Mm. à vous. Moi, je voudrais rebondir sur, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris, mais voilà, je vais le reformuler. Euh, quand vous avez parlé de l'enfance, vous avez dit que globalement, l'enfant, aujourd'hui, n'aura plus... Il y a un écho, il y a un écho terrible, Oui, hein. oui, Ouais, oui, on vous entend, mais effectivement, il y a. euh, ouais. J'ai ouais, du mal à m'entendre, moi. ouais. Que l'enfant n'aurait plus en fait les pulsions, donc comme avec le passage au stade oral, anal, génital, etc. Mhm, Il allait avoir quelque chose qui va changer par mhm, rapport à ça, par rapport à la construction de l'enfant. Donc, peut-être un accès à, enfin, alors je ne sais pas, peut-être que je délire complètement, mais un accès à l'inconscient quelque part. Parce que dans ce que vous dites, j'ai l'impression que quand vous parlez de l'enfant, il aura accès à la conscience, mais plus à l'inconscient. oui, oui, Enfin, je ne sais pas si je peux le formuler comme ça, mais c'est aujourd'hui, quand par exemple on traite des enfants, par exemple, sur des pathologies diverses, on va faire intervenir l'inconscient parce qu'on va le faire oui. dessiner, parce que, etc. Et si vous voulez, cet accès-là, j'ai l'impression que il est, enfin, je le vois plus dans ce que vous dites. L'enfant, ce nouvel enfant qui arrive là, j'ai l'impression qu'il est juste dans le conscient, dans la conscience éveillée, hein, vous avez dit quelque chose comme ça en Oui, fait. oui, 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 Voilà. Et oui, du coup, enfin voilà, mais c'est juste une remarque que d'accord, je me suis dit, est-ce que tu as bien d'accord. compris ou... Oui, oui. Je sais pas. Tenons-nous-en pour pas effectivement s'envoler Mm. ou quitter la Terre. Tenons-nous-en à dire qu'il est civilisé. Bon. Mais effectivement, son rapport à l'inconscient, enfin, il est civilisé et il devient adulte. Et l'adulte qui aura un autre rapport à l'inconscient que celui que nous avons,
c'est-à-dire nous avons un rapport à l'inconscient comme ce qui nous aliène, et l'adulte que deviendra cet enfant aura pour objectivité de l'inconscient l'intelligence artificielle. C'est-à-dire l'appareil, le A pareil. Si le grand autre, le A, c'est l'inconscient, entre guillemets, enfin, c'est un aspect, il est structuré en tout cas comme le grand autre, c'est inconscient. Donc il y a le A pareil de la machine décrite par Saint-Jevin. Et à ce moment-là, est offerte à cet enfant devenu adulte comme la figure de son inconscient. Et la meilleure description de l'état subjectif de cet adulte après cette enfance civilisée, c'est Bernard de Montréal à ma connaissance, qui est parmi ceux ou qui est celui qui tente ou approche ou a une intuition ou parle de cet humain. Euh, alors, j'entrerai pas dans les détails, mais peut-être qu'on pourra y consacrer un passage, mais référence Bernard de Montréal. Mm. Mm. Moi, j'en profite pour te lire un petit peu ce que j'ai publié dans le chat. Je reviens sur le sujet de la Oui, psychohistoire. oui. J'ai retrouvé justement ce qui m'avait fait comprendre que tu avais redéfini plus ou moins la psychohistoire, ou peut-être que du coup je me trompe, mais j'avais noté que la Mhm. psychohistoire, avant ton intervention, était principalement connue avec Asimov, qu'il a Mhm. décrite dans ses œuvres de science-fiction comme une science Mhm. mathématique capable de prédire l'avenir des Oui. grandes populations humaines. Cette conception fictive s'inscrit dans une vision où la psychologie collective et les mathématiques fusionnent pour forger un outil prédictif puissant. En Mhm. contraste, Théo définit la psychohistoire d'une manière ancrée dans la réalité en présentant comme une discipline intégrant des éléments épars de l'histoire humaine et de la psychologie pour mieux comprendre les dynamiques sociales et historiques. Son approche Mhm. enracinée dans la pratique de la psychanalyse et des expériences au sein de la Société française de psychohistoire propose Mhm. une mise à jour du concept, le rendant pertinent pour l'analyse contemporaine des phénomènes historiques et sociaux. La psychohistoire a donc été redéfinie en 2013, dès 2013, non pas comme une intervention ou un exploit créatif, mais comme une synthèse de concepts épars, parfois oubliés ou négligés. Ce concept de remembrement a été entrepris par DWT en réponse à la fréquente intersection avec la psychohistoire autour d'une carrière marquée par une implication significative, y compris la vice-présidence au sein de la Société française de psychohistoire. Ce travail Mhm. s'alignait sur une activité complémentaire à la psychanalyse, etc. Et en Oui. fait, ce travail, par ailleurs, redéfini avec une certaine correspondance objective avec la cybernétique et l'écologie. Et puis Mhm. ensuite, tu avais présenté le travail de Robindo dans le cycle humain, avec ces Oui. différents cycles qu'on nommait là, donc de subjectif, individualiste, Oui. etc. Oui. Oui. Euh, donc, oui, symbolique, typale, conventionnelle, individualiste et Oui. subjective. Cette fameuse progression-là, et donc Oui. cette référence aux travaux de Karl Lamprecht, l'historien, a posé Oui. l'hypothèse d'une progression psychologique de la société humaine à travers des étapes distinctes, envisageant l'histoire comme un cycle psychologique obligatoire pour toute nation et civilisation. Nous avons là manifestement la déclaration d'une mise au monde d'une psychohistoire identifiée et scientifique. Et donc récemment, c'est ce que je voulais rajouter, Alan Hartman a lancé un institut qu'il appelle la Oui. psychohistoire intégrative. Je ne sais pas si tu as suivi ces travaux de Alan Hartman dernièrement, Oui. Je crois que mais je l'ai contacté parce qu'il rejoint un petit peu ce que je suis en train de faire avec Turfu. Mon projet Turfu étant une oui. espèce de Oui. centre de recherche transdisciplinaire. Je me rends Oui. compte qu'il a pris un peu cette trame, mais en reprenant le concept de psychohistoire au cœur de son centre de recherche. Oui, oui, tout à Tu fait. as suivi un petit Bon, peu ça? oui, moi je peux te donner quelques réponses. D'abord, Avec plaisir. Hartmann, bah oui, je l'ai contacté aussi. Alors, si tu l'as contacté, bah, très bien, tu peux lui dire donne-lui le bonjour. Et puis, comme avec Saint-Gevin et puis autres, je ne sais plus, il y en a un aussi qui présente bien, c'est ce psychanalyste. Je ne sais plus, sur Facebook. Mais enfin bon, Arsman répond pas, il veut pas me parler. Très bien. Le... une chose importante. Le... Mais il est très bien, Arsman, hein, et c'est comme Jevin, ce sont des gens vraiment
Écoutez, le, euh, une chose très importante qui me vient, enfin que je vois d'après ce que tu viens de dire, oui, effectivement, on peut dire que je caractérise la psychohistoire personnellement, enfin ma carrière l'a fait, elle lui donne une scène primitive. C'est pas moi qui l'ai inventé, je veux dire, le fait de ramener Freud et le Moïse, le monothéisme dans la psychohistoire. L'Institut de psychohistorie de New York l'avait pas fait, Asimov l'avait pas fait, ni Aurobindo, qui était pourtant bien proche avec Alfassa à côté de lui. Mais néanmoins, donc, je lui ai donné ma psychohistoire et c'est très important. Elle a une scène primitive. Ça lui donne donc une caractéristique tout à fait extraordinaire. Enfin, extraordinaire, oui. Pas ordinaire par rapport aux autres. Deuxième chose, euh, euh, Lamprecht effectivement donne des sections que reprend Aurobindo dans le cycle humain. Euh, le- il faut voir Auguste Comte. Auguste Comte qui fonde la sociologie, qui est le créateur du mot altruisme. Auguste Comte aussi fait une histoire chronologique comme ça, comme les pulsions, il fait la même chose que Lamprecht. Et très intéressant, Auguste Comte, dit-on, semble finir comme un fou, puisqu'il crée une religion où sur l'autel, c'est un fauteuil. Eh bien, il faut dire que Auguste Comte est né très précoce, enfin, tout de suite après, quasiment, l'exécution à la mise à mort de Louis XVI, c'est-à-dire il ne restait à la tête de l'État, il ne restait plus que le trône et la chaise était vide. Et Auguste Comte reproduit à la fin de sa vie la situation de la sociologie de son époque où la société était en religion devant une chaise vide. En l'occurrence, c'était une femme qui avait occupé ce siège, et ça, là, ça peut nous faire nous orienter vers des perspectives ou des horizons où on retrouve Hélène, Nefertiti, et donc toute une très importante élucidation de l'histoire de la femme à côté de l'histoire de l'enfance ou avec que nous sommes en train d'étudier, qu'on peut intégrer à la psychohistoire peut-être. Mais je ne sais pas qui aurait actuellement intégré l'histoire de la femme dans la psychohistoire. Voilà, il est 32, on a dépassé de 2 minutes. Est-ce que quelqu'un veut vraiment faire une intervention? Sinon, donc, je termine l'enregistrement. Bon, alors j'arrête l'enregistrement.